Le pipi de la peur, c'est quand on va faire pipi avant de faire un truc, tu vois, tu te dis au moins, Ouais. là maintenant plus rien peut m'arriver, j'ai fait pipi. Dans cet épisode de la Quinterview. Nous, on a pipi avant le drag. Donc J'ai- avant de mettre les collants, Ah oui, et ça, le rembourrage, c'est et le corset. important, ouais. Non mais moi je serais pour inventer les culottes de tuck, mais couches. Alors, ça a pris une autre tournure que ce à quoi je m'attendais. Je ne me vois pas pisser sur ça. Non mais au moins, tu vois, t'as plus de soucis. Enfin, tout est... Attendez. Ah, c'est bon. Bah non mais franchement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. C'est en recherche et développement. On n'est recherche pas et obligé Mais ça d'arriver existe. tout de suite à un produit fini. Hein. Ou pourquoi s'embarrasser d'une Tucky Panty s'il y a les couches culottes des... Mais on est d'accord. On a quelque chose là. Moi je trouve que ça sera une très très bonne intro pour l'épisode. La Quinterview. C'était très long. I am the queen of drag. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter non pas un, mais deux artistes. Ces deux artistes sont tous les deux originaires du Maroc, mais se sont rencontrés en arrivant pour faire leurs études à Clermont-Ferrand. Et l'amitié les a menés à débuter le drag simultanément. Grâce à leur drag, elles mettent leurs racines sur le devant de la scène auvergnate, notamment grâce à leur show le Latte. Bienvenue pour votre Quinterview, Lalabou et Tatagine. Bonjour. Est-ce que ça va ? Bah, ça va très très bien. Et Ça va et toi? Oui. Formidable, une fois de plus, très bien reçu, à base de tortilla, tomates cerises et chips. Et un petit coca, et un petit Fanta et un verre d'eau. Franchement, tout va bien. La L'hospitalité recette, marocaine. ouais, ma mère serait fière. C'est vrai. Et ben bravo. Vraiment. Si une éducation peut mener à ça. Je veux dire, à savoir quand est-ce qu'il faut sortir des tomates cerises. C'est déjà Je pense hyper que important. C'était dans le cursus scolaire marocain. À quel moment on sort les tomates cerises? Ah ouais, ça va recevoir. Bah, avant de commencer, quels sont vos pronoms? Donc on est avec Fadi qui est aussi Tatagine et Mehdi qui est aussi Lalabou. Donc voilà, pour reconnaître un peu les voix comme c'est une interview à deux. Donc alors quels sont vos pronoms? Alors, mes pronoms en drague, c'est elle, parce que, comme dit notre drag mother, je passe pas autant de temps à me maquiller pour qu'on m'appelle monsieur. Ok, Mais vu que maintenant je suis en Fadi, bah, c'est il. très bien. Et moi, il en out of drag et il ou elle en drag. Ok, très bien, parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour votre Quinterview? Oui, j'ai hâte. On va commencer par toi, donc Fadi, Tatagine. Où est-ce que tu as grandi? D'où est-ce que tu es donc originaire? On parlait du Maroc dans l'introduction. Exactement. Alors, je suis marocain, je suis né aux États-Unis, à Miami, Florida, parce que mes parents ont planifié le truc. Ah, donc pour que tu naisses avec le passeport américain. Exactement, avec la nationalité américaine. Parce que mon père avait fait ses études aux États-Unis et il avait aimé le pays. Il a dit, mon fils, mon premier-né en tout cas, sera né aux États-Unis. Et chose dite, chose réalisée. Incroyable. Donc Voilà. du coup, t'as la double nationalité américaine-marocaine. Américaine, marocaine. Mes parents sont allés à Miami 3 mois avant ma naissance et puis un jour après que je sois arrivé, allez, direct au Maroc, où j'ai vécu la première partie de mon enfance, on va dire, je pense jusqu'à mes 6-7 ans, je me rappelle plus, à Rabat. Et après, il y a eu le divorce de mes parents et je suis allé vivre à Oujda. Donc c'est une ville au nord-est du Maroc, c'est aux frontières algériennes où j'ai fait quasiment toute ma scolarité, la deuxième partie du primaire, collège, lycée, avant de venir en France. Ok, et alors il y a quoi comme avantage à avoir un passeport américain? Généralement, pour une très très grosse partie des pays, il faut demander un visa quand on a un passeport marocain, alors que quand on a un passeport américain, il y a beaucoup plus de possibilités de voyage. Ok. Tu étais quel genre de petit garçon? Alors, le petit garçon, le petit Fadi Le petit Fadi. Le petit Fadi était quelqu'un, apparemment, selon les dires
Des autres enfants autour de moi, apparemment, était quelqu'un de bizarre et de timide. Ok. Bizarre dans le sens où, du coup, étant un enfant homosexuel, j'agissais, je parlais, je me comportais de manière différente des autres enfants autour de moi. Et au tout début, je ne comprenais pas. Parce que, bien sûr, on me l'a fait remarquer. Enfin, les gens ne vont pas manquer cette occasion de te rabaisser. Donc, quand on me le faisait remarquer, je ne comprenais pas du tout. Pour moi, j'étais juste plus positif avec plus de dynamisme, plus de peps, comme dit Plus de sourire. Voilà, plus de sourire. Mais c'était surtout, cette différence, maintenant que j'y repense, c'était parce que, du coup, vu que mes parents avaient divorcé, que je vivais avec ma mère qui était donc femme célibataire, mère célibataire, pardon, et mère de 2 enfants. Ouais. Et qui aussi était avocate, donc qui est un domaine où elle doit être forte, elle doit être entourée de personnes qui l'encouragent, donc notamment c'est beaucoup de ses copines, sa sœur. Donc j'ai toujours été entouré de femmes. Donc bien sûr, j'avais un comportement qui tendait plus vers le spectre féminin, on va dire. Même quand j'étais à l'école, je parlais plus facilement aux filles, j'avais le comportement des filles, je préférais jouer avec les filles. J'étais absolument pas un enfant sportif qui allait taper dans un ballon, c'était loin de moi tout ça. Et les garçons ne manquaient pas de me dire que j'étais efféminé, que j'étais bizarre, que je n'appartenais pas. Surtout dans la ville où j'ai grandi, donc Oujda, où c'est une ville très, très conservatrice, l'homme est un homme, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a une telle manière d'agir quand on est un homme, même dès l'enfance, et je n'appartenais clairement pas à ce schéma. Donc il y a une vraie pression en grandissant sur le fait que un garçon deviendra un homme et, entre guillemets, il n'y a qu'une seule voie ou qu'une seule manière de l'être. Dans la ville où j'ai grandi, avec les Oujada, comme on dit, ouais. C'est ça, c'est une manière d'être un homme, c'est quelqu'un qui va jouer au foot, qui n'a pas les cheveux, j'allais dire longs, parce que là mes cheveux sont pas longs, mais bien coupés, qui a une manière de parler, une manière d'agir, une manière de se comporter avec les autres. Et si on diverge de cette image, on est une fille manquée ou plein d'autres insultes. Ok. Adorables. J'imagine, ouais. Tu le vivais comment ? Au début, justement, je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, j'ai compris que dès que je parlais, dès que je me comportais d'une certaine manière, on se foutait de ma gueule. Ah ouais. Oui, voilà, ouvertement, que ce soit les jeunes, enfin les enfants, ou même des fois les adultes, les professeurs ou ma famille. Donc j'ai appris à pas trop parler, à pas trop aller vers les autres, à toujours rester réservé, juste moi et mes idées que je partageais très très rarement. Ok. Et t'avais quoi comme activité, je sais pas, pour te faire du bien ? Étant jeune, on va toujours tendre vers la fantaisie, l'incroyable. Et pour moi, ça a été les mangas. Ok. T'es tombé dans les mangas ? Tombé dans les mangas dès mon jeune âge. Je lisais, je regardais beaucoup. Et j'arrivais même à imaginer mes propres mangas, à dessiner mes propres personnages, à imaginer plein de choses. Et ça me suffisait pour m'épanouir silencieusement dans mon petit coin. Ouais, ok. Et alors, quel manga ? Oula, alors la liste est longue, on peut... Vas-y, on a le temps. Ça peut... j'étais j'étais super fan de Bleach, de One Piece, Naruto, les grands classiques, mais il y avait aussi des moins connus peut-être comme Soul Eater, comme Blue Exorcist. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaisait dans les histoires et dans les mangas ? C'était cette capacité... déjà, moi, ce que j'aimais, c'était... ça me permettait de m'échapper un peu de ma ville, de sortir de cette... ville qui était, comment dire, pas mou, mais... Ouais, ok. Vraiment... Je trouve Voilà. pas d'autres mots pour... Alors, n'hésitez pas sur Google, traduction, à faire et voir ce qu'il vous trouve comme définition. Voilà, sinon. Mais très bien. Donc moi, ça me permettait de m'échapper de cette routine, de cette ville, de ces gens qui apparemment ne m'acceptaient pas. Et aussi, ça me permettait de me sentir un peu en contrôle de quelque chose, parce que du coup, moi aussi, je m'imaginais mes histoires, donc j'étais un peu dans une position de créateur, j'étais là à avoir des idées, à avoir un avis, donc pour moi, ça réjouissait le petit enfant, moi. Est-ce que tu étais le héros de ton propre manga quand tu réfléchissais à Je ton manga ? m'imaginais pas spécialement moi en tant que héros, mais j'imaginais des héros.
Voilà. Ok. J'imaginais comment ils allaient s'habiller, comment ils allaient se comporter, comment ils allaient se battre. Ah, ça c'était très important. Les fight scenes, c'était très très important. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah, ça se bat. Ouais, t'aimais ça. Ah oui, 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 oui. Comment ils se sont rencontrés, comment est-ce que la finale va être, qui va être le big méchant à la fin. Incroyable. Et alors, du côté de Mehdi Lalabou, d'où est-ce que tu es originaire du même coin que. Alors, non, moi pas du tout. Je viens de la région très ensoleillée et très chaude de Marrakech. Ok. J'ai grandi là-bas donc avec mes 2 parents et ma jeune sœur de 5 ans, plus cadette par rapport à moi. J'ai fait ma scolarité dans un système français. Donc, ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est que l'éducation est divisée en plusieurs systèmes. Donc, il y a un système français, marocain, anglophone. Et moi, mes parents ont choisi de m'inscrire dans un système francophone. Ce qui fait Et toi, t'étais dans un système plutôt marocain. C'est très marocain. Très marocain, enfin pas plutôt. Ouais. Marocain, point. Avec toutes les lettres en majuscules. Exactement. Et pour l'exclamation. Voilà. Avec la virgule marocaine. L'arabe, celle qui tourne vers le sens. Et ce qui fait que du coup, vu qu'à l'école, je parlais beaucoup français et à la maison, on parlait essentiellement français aussi, j'ai eu la particularité de parler le français sans accent marocain, mais quand je parle arabe, j'ai un accent français. C'est les autres qui me le faisaient remarquer. Pour moi, je parlais arabe normalement, hein, mais apparemment, j'avais des soucis d'articulation, n'est-ce pas? C'est vrai. C'était mignon à voir. C'était mignon à voir. C'était cute. Mais c'est-à-dire. Comment dire, quand il veut parler en arabe, il mélangeait les mots. Oui, voilà. Il avait une certaine manière de prononcer où tu le comprenais pas vraiment. En mode, tu vas passer ton bac encore en arabe, c'est ça? Non, tu l'as. Ok. Non, mais voilà, certaines expressions effectivement étaient un peu mélangées à droite et à gauche. Lahma blalhia. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est. Sans honte, sans gêne, scrupule, sans ouais. scrupule. Et moi, la manière dont je le prononçais, ça voulait dire sans honte, sans barbe. Voilà. Voilà. Ouais, donc c'est une sorte de vrai plus ou moins. Voilà, c'est ça. Après, j'arrivais à communiquer avec le reste de ma famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis le seul dans ma famille à avoir ça. Ma mère, ma sœur, mon père, quand ils parlent français, on sent bien l'accent marocain. Globalement, mon enfance a été très, on va dire, privilégiée, entre guillemets. Donc, ma mère m'a bien fait grandir dans une petite cage dorée avec un chauffeur qui m'emmenait d'un point A à un point B, surtout pour aller à l'école. T'as grandi avec un chauffeur? Oui. Ça surprend beaucoup de monde, mais... Monsieur Mehdi, machin, t'ouvrais la porte, tu rentrais dedans, tu fermais la porte et on t'emmenait quelque part. Voilà. Un majordome et 5 nourrices. Non, on n'en avait que 2. Ah pardon, excuse-moi. Voilà, j'ai passé pour le gros prétentieux. C'était la crise de 2008, c'est pour ça. Il y avait sa voiture, sa voiture de fonction, et c'est vrai qu'il nous transportait essentiellement moi et ma mère, puis éventuellement les nourrices qui pourraient aller faire les courses. Ok. Voilà. Je vois ta Tagine qui éclate de rire. Mon Dieu. Tu te rendais compte que t'avais quand même un certain niveau de vie plutôt élevé? Bien sûr que oui. Enfin, je veux dire, mon père qui venait quand même d'un milieu très modeste, qui a vraiment grandi avec rien, qui a dû prendre en charge sa famille très très tôt, pendant qu'il faisait ses propres études de médecine. Nous rappelait quand même nous rappelait très souvent qu'on avait de la chance, quoi. Donc voilà, il voulait pas non plus qu'on naisse avec une cuillère en argent dans la bouche en croyant que tout nous était dû. Il nous expliquait bien que si on voulait les mêmes choses dans la vie, il fallait travailler en fait. Et vraiment, ça a fait partie de mon éducation pendant mon enfance. Et il nous racontait tous les soirs les difficultés qu'il avait pendant sa jeunesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils ont dû placer mon père dans un orphelinat. Parce qu'ils avaient tout simplement pas les moyens de le nourrir. Donc il me racontait, je sais pas, qu'il devait se réveiller à 5h du matin pour aller cueillir ses propres fruits, pour faire sa propre confiture avant d'aller manger, avant d'aller à l'école. Enfin voilà, c'est parsemé d'une vie assez dure. C'était pareil du côté de ma mère. Donc elle venait d'un milieu un peu moins modeste que celui de mon père, mais quand même, c'est une famille de travailleurs, quoi. Donc,
on a quand même grandi avec ces valeurs-là. À la mort de mon père, quand j'avais 11 ans, donc on a changé drastiquement de manière de vivre. C'est-à-dire qu'on est passé de femme de ménage à une. Non, une blague. Non, mais voilà, on a dû sacrifier un certain niveau de vie parce que du coup, ma mère s'est retrouvée à devoir s'occuper de 2 enfants toute seule. Avec elle travaillait en tant qu'enseignante dans le système public marocain. Donc professeur de physique-chimie, donc avec un salaire pas très élevé. Donc voilà, on a quand même dû changer drastiquement certaines choses, donc plus de chauffeur. C'était l'enfer. Et bah, du coup, je marchais à pied tous les jours pour rentrer chez moi pendant 1 heure. Et du coup, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais confronté à la société marocaine, la vraie société marocaine. Dans la rue, quoi. Dans la rue, quoi. Et du coup, un soir... En fait, tu te retrouvais à marcher pour la première fois de ta vie, globalement. Non, mais c'est vrai que dans le fond, t'as été déposé d'un endroit à un autre. Oui. Non, Personne mais, le portait sur ses épaules. Oh là là, mais vraiment l'enfer. Non, mais il y avait effectivement, il y avait des gens qui voyaient bien que j'étais pas à l'aise dans la rue, qui me faisaient peur volontairement. Mais du coup, un soir, j'arrivais chez moi, j'ai eu le culot de dire à ma mère, maman, les Marocains me font peur. Et là, ma mère m'a regardé, m'a dit, bah, tu vas continuer à marcher, t'inquiète pas. Enfin bref, voilà. Waouh. Mais rétrospectivement, quand tu penses à toi à ce moment-là, tu te dis quoi ? J'étais un garçon pourri gâté, hein, vraiment une peste. Même si on m'avait transmis ces valeurs-là, mais je veux dire, du haut de mes 10 ans, en n'ayant pas vécu de choses dures réellement, en étant vraiment dans une cage dorée, sachant qu'aussi ma mère faisait vraiment en sorte qu'on ait une enfance très très innocente, donc nous protégeait vraiment de tous les soucis que pouvait avoir notre famille ou quoi que ce soit. Donc vraiment, j'étais très naïf, très dans mon monde, très innocent, voilà, pas du tout au fait de ce que c'était que la vraie vie. Le fait de... Tu parlais du décès de ton papa, le fait de... Enfin, dans un pays où, comme tu disais tout à l'heure, Fadi, c'est-à-dire où le côté paternaliste est important, le fait de te retrouver son père et comme aîné, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui en a découlé ? Effectivement, lui, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être l'homme de la famille. Donc effectivement, j'ai dû endosser tout le rôle qu'on y attribue, c'est-à-dire être l'homme fort de la famille, limite macho, qui montre pas ses émotions, qui ne doit montrer aucune part de féminité ou de fragilité ou quoi que ce soit, ce qui était pas du tout mon cas à cette époque-là, étant j'avais un physique très androgyne à cette époque-là, on me confondait souvent avec une fille, j'ai subi du harcèlement à cause de ça pendant tout mon primaire et collège. Donc ça a été effectivement une pression en plus qui s'est rajoutée. Ça a beaucoup influencé ma vie sociale, c'est-à-dire que pendant tout mon primaire, collège, j'avais vraiment 0 ami. Je me réfugiais beaucoup dans la lecture, c'est-à-dire je lisais beaucoup de livres de fantasy. Harry Potter, c'était vraiment mon échappatoire à cette époque-là. J'étais connu pour être le garçon tout seul dans la cour avec son bouquin. On venait l'embêter de temps en temps, mais globalement, vu que ça avait vraiment une fonction protectrice, c'est-à-dire que même quand on venait m'insulter, en fait, on voyait que j'étais dans mon bouquin et que ça m'atteignait pas, en fait, parce que j'étais vraiment dans ce monde-là. Oui, tu t'es protégé avec un monde fantastique et imaginaire. Exactement. Et du coup, voilà, ça a beaucoup influencé ma vie sociale et j'ai vraiment commencé à avoir des amis qu'au lycée. Okay. J'ai dû changer d'établissement pour aller vivre à Casablanca avec ma mère et ma sœur. Ouais. Et même question que Tatagine tout à l'heure, c'est est-ce que tu arrivais à comprendre ce que les autres voyaient en toi, ou est-ce que ça créait des interrogations sur justement le harcèlement que tu subissais ? On le voit pas forcément, c'est plus les autres qui le pointent, effectivement. Mais vu que c'était les autres qui le pointaient, qui disaient que j'étais très efféminé,
très androgyne. Donc, j'avais des cheveux longs qui faisaient vraiment une coupe au bol en mode moine, avec vraiment la frange qui volait dans tous les sens. Donc voilà, on me le faisait tellement remarquer qu'à un moment, j'étais venu voir ma mère pour lui demander si j'étais pas née une fille, en fait, et qu'il n'y avait pas une erreur quelque part dans mon livret de famille. Ça a été une interrogation, mais qui est partie avec la discussion avec ma mère, etc. En grandissant au Maroc, en ayant quasiment le même âge tous les deux, quel est le regard qu'on peut avoir sur l'homosexualité? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle ou on est au courant de ce que c'est? On a une image de ce que c'est? Au Maroc, on ne sait pas du tout ce que c'est l'homosexualité. Il me semble, en tout cas d'après mon expérience, les seules fois où j'ai entendu parler de l'homosexualité, c'est quand on avait les cours d'éducation islamique et que c'était dans les plus grands péchés de l'islam, c'était l'homosexualité. Vraiment, c'est les seules fois où on évoquait l'homosexualité. Mais en dehors de ça, il n'y avait aucune représentation, que ce soit dans la rue ou dans les médias, à la télé ou autre. À aucun moment on voit quelqu'un d'homosexuel. Ça sera toujours dans une blague qui sera forcément rabaissante et homophobe. Donc voilà, l'homosexualité est toujours vue comme quelque chose de tabou, péché, le plus grand non-non de l'histoire de l'islam. Et à quel moment vous êtes rendu compte que peut-être vous étiez homo? Alors moi c'était très très jeune, mais on va dire que je n'avais pas encore les termes pour savoir ce que c'était exactement. Ce que je me rappelle quand j'étais gosse, c'est que je regardais des Disney, je voyais Aladdin ou Tarzan, et je me disais ah tiens lui j'aimerais bien être ami avec lui, j'aimerais bien apprendre à le connaître. Ouais. Ami avec Tarzan. Ouais, mais pourtant j'étais jeune. Le mec torse nu avec sa peau de bête là, à la taille, Petite culotte marron. ouais, qui fait à peine 10 cm. Ouais, je vais être J'avais des préférences dès mon jeune âge. Non, et après, bien sûr, on apprend rapidement que ce que c'est l'homosexualité, même dans un contexte où on essaie de te faire croire que c'est péché. Et on découvre, enfin, quand on est adolescent, on tombe sur du porno qui mène à du porno gay. Mais du coup, c'est assez toxique parce que les seules représentations homosexuelles que tu as quand tu es adolescent, c'est du porno. Et dans ta tête, on te dit le porno c'est sale, donc l'homosexualité c'est sale. Si toi tu es homosexuel, c'est que tu es sale. Donc il y a tout un problème de ne pas arriver à s'accepter, de se considérer comme sale, se considérer comme une tâche pour la société. En tout cas, moi je l'avais vécu comme ça. Ouais, il y avait vraiment une honte. C'est ça, ouais, c'est vraiment une très... Et pas envie que ça tombe dessus entre guillemets. Oui, quoi. Surtout quand on met le contexte de si jamais ma famille apprend, surtout ma mère qui elle a essayé du coup depuis le divorce et puis plus tard depuis le décès de mon père, d'incarner vraiment le rôle du père et de la mère, de subvenir à nos besoins et de toujours montrer qu'elle a une bonne réputation, qu'elle a su élever ses enfants toute seule et à se faire une carrière. Donc moi, petit Fadi adolescent de je ne sais quel âge, pensais que si jamais ma mère apprenait ces penchants-là, ça va être la fin de sa carrière, la fin de sa personne. Donc bien sûr, j'ai refoulé enfin pas sentiments, mais qui je suis, au fin fond, mais fin fond. Mais oui, parce que dans le fond, du coup, il y a une certaine forme de performance de la masculinité, de ce qu'est un homme fort, viril, dominant, voilà quoi. Non mais dans le fond c'est ça. Ah pardon, on est passé dans un truc. J'ai glissé sans faire exprès. Master. Complètement, oui. Comme ce que je disais tout à l'heure, il y a une certaine image de la masculinité au Maroc. Il faut forcément adhérer à cette image. Si tu n'y arrives pas, t'es un moins que rien. Et du coup, tu te forces à jouer un personnage qui n'est pas du tout toi, à faire des choses comme te forcer à sortir avec des filles. Alors, t'en as pas spécialement envie, mais c'est juste vraiment pour le regard des autres. Donc tu apprends à vivre d'une manière qui ne te ressemble pas du tout, mais juste pour plaire à potentiellement quelqu'un qui te regarde, même si c'est complètement stupide maintenant que je le dis. Et toi ? J'ai découvert, on va dire, ma sexualité réellement qu'à 21 ans. Avant ça, vu le décès de mon père, j'étais vraiment
l'adolescent qui causait aucun problème à sa mère, qui faisait tout pour faire le moins de vagues possible, qui allait au lycée, rentrait chez lui, vraiment l'enfant sage et modèle. Donc ça faisait partie du processus en fait de tout mettre de côté, de ne pas y accorder d'importance à ce moment-là. Et c'est vraiment à l'âge de 21 ans en fait où en ayant fini mon concours d'entrée à la fac de médecine donc à Clermont-Ferrand où vraiment là j'ai eu pour la première fois du temps pour moi en étant seul loin de tout le milieu que je connaissais en fait, où j'ai pu vraiment me découvrir et prendre le temps en fait de savoir qui était vraiment Mehdi. Est-ce que rapidement, parce qu'on a survolé un peu le sujet, mais dans le fond, aujourd'hui, pour dire les choses clairement, l'homosexualité est illégale au Maroc ? Oui, l'homosexualité est illégale. Tu peux aller en prison, il me semble que c'est 3 ans de prison. Ouais, c'est 3 ans, et alors je ne sais plus combien il y a une amende aussi. Ouais. Alors bien sûr, c'est déjà assez cruel d'enfermer quelqu'un juste pour son homosexualité. Mais en plus, si jamais, par exemple, tu es au Maroc, tu as le malheur d'embrasser ton partenaire publiquement, les passants vont te battre. Voilà, il y aura forcément violence, ça c'est sûr. Et la police ne t'aide pas. Tu te démerdes, ils vont juste t'emmener après au poste. Et pour tu te faire battre encore. Voilà, tu restes avec ton sang, tu restes dans ton état aussi, aussi catastrophique que ça puisse être. Mais évidemment, il y a des personnes homosexuelles, LGBT qui existent au Maroc, mais ça sera jamais au grand public. Ouais, ce sera toujours dans des sphères privées, cachées. Cachées, très, très secrètes, très silencieuses, très... Underground, ouais, voilà. Okay. Toujours dans ce cadre-là, ouais. Et alors, je sais que j'ai vu qu'il y avait des auditeurs aux auditoristes au Maroc. Encourage. Non, mais c'est vrai que réussir à vivre sa vie d'une manière secrète, en se disant peut-être qu'un jour ça pourrait aller mieux et en essayant de continuer comme ça, c'est quand même très courageux et chapeau. Bravo. Et donc, tous les deux, vous vous êtes destinés à faire des études. Donc, pour toi, Fadi, Tatagine, ça a été l'architecture. Pour toi, Abou, c'est la médecine. C'est ça. Et donc, ces études-là, ces envies-là vous ont amené, du coup, tous les deux, sans vous connaître, à Clermont-Ferrand. Exactement. Quasiment même temps. Non, j'ai 2 ans avant moi. C'est ça, oui. Je suis plus jeune. Oui, et moi, à peine plus vieux. Votre arrivée à Clermont, qu'est-ce que ça a changé à votre vie ? Vous êtes arrivé à quel âge et qu'est-ce que ça a changé ? Je suis venu à l'âge de 18 ans, du coup, directement après mon bac pour mes études. Sachant que j'avais donc le bac français, ça m'a permis directement de pouvoir m'inscrire en fac de médecine. Ça a été une passion, ma première passion, la médecine. C'était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit, indépendamment du fait que mon père lui-même était médecin. C'est les sciences de la vie, ça a toujours été une matière qui m'attirait beaucoup. Quand on nous demandait d'apprendre tous les os du corps humain, je les apprenais de manière très très rapide. Et voilà, pour moi ça a été très naturel comme choix. Encore plus, je m'y suis vraiment décidé à mon lycée, parce que j'avais un meilleur ami à l'époque qui aussi voulait faire de la médecine. Et on traînait beaucoup avec des gens en littérature. Et notre objectif, en fait, en intégrant la médecine, c'était de faire de la psychiatrie surtout. Et encore plus pourquoi faire de la psychiatrie ? C'était pour étudier des psychopathes. Waouh, je me sens en confiance. Quand tu parles de psychopathes, c'est... De Jeffrey Dahmer, des choses comme... Enfin, on avait vraiment des... Slay. Littéralement. He ate. Parce que, croyez-le ou non, oui, ça m'intéressait donc vraiment essayer d'un peu de comprendre le comportement des gens. C'était surtout ça le noyau, en fait, de notre volonté de vouloir faire de la psychiatrie. Et du coup, j'ai décidé d'intégrer la fac de Clermont-Ferrand
la facilité de vie qu'on a ici, le fait que ce soit une ville petite, de taille acceptable, quoi, avec une fac qui est quand même assez renommée et où le concours d'entrée était assez facile à avoir. Et voilà, du coup... Et comment tu t'es découvert alors, toi ? Parce que c'est ça aussi, c'est que d'un coup, plus besoin d'être dans une sorte de représentation quotidienne. On arrivait en France, ouais. Donc encore une fois, c'était vraiment le fait de sortir en fait de ce pays, d'être dans un milieu qui était très homophobe, très musulman traditionnel. Et de pouvoir en fait juste découvrir qui était Mehdi, en fait, loin de tout ça, ce qu'il voulait faire, qui il aimait, quelles étaient ses ambitions au-delà de la médecine. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes premières expériences, à sortir pour la première fois en bar, à rencontrer des gens, à avoir un premier crush, et à partir de là, A monster is born. Exactement. Et toi alors, donc c'est l'architecture qui t'a plu ? Alors, non, ça a été un parcours. Je savais que depuis mon jeune âge, j'aimais bien tout ce qui était créatif. J'ai toujours été un enfant très créatif, qui dessine, qui bricole, qui fait quelque chose à côté. Et puis du coup, il y a eu la grosse phase manga, où pendant cette phase-là, j'étais persuadé que j'allais être mangaka. Enfin, le Japon m'appelait, allô. Enfin, oui. Ouais. Et du coup, le Japon t'a appelé ? Oui, pour me dire reste où t'es. Non, mais je pensais vraiment que j'allais devenir mangaka, que après le lycée, j'allais partir au Japon pour faire mes études. Mais bon, ça c'est plus un délire d'adolescent. Donc, le délire d'adolescent est parti, mais on va dire le désir créatif était toujours là. Mais du coup, très rapidement, je me suis intéressé à la mode et au design en général, que ce soit le design de la mode, même le design graphique. Parce que finalement, quand je disais que j'imaginais mes personnages et tout, ce qui m'intéressait surtout, c'était imaginer leur tenue, en quoi cette tenue va représenter ce personnage. Mais ma mère m'a fait comprendre que le domaine du design ne va pas me rapporter du pain à la maison. Et que c'était un grand non, et que son fils ne fallait pas devenir designer. Donc trouve quelque chose d'autre. Allez, salut. Voilà. C'est très mignon, très sympa, mais ça m'adresse pas. Voilà. C'est une belle anecdote que tu raconteras à tes enfants plus tard. Mais du coup, l'architecture pour moi, c'est dans ma tête, comment je l'imaginais, c'était un bon compromis entre un domaine où il y a de la créativité, et en même temps, c'est un métier qui va rendre fier la daronne. Et toi, ton arrivée à Clermont, comment ça s'est passé ? Mon arrivée à Clermont, j'avais hâte. J'avais très très hâte d'arriver à Clermont parce que je suffoquais au Maroc. C'était donc toute la scène de quand des parents vont déposer leurs enfants dans leur campus pour la première fois et c'est triste et ils pleurent et c'est dur. Ça n'a jamais été ça le cas pour moi. J'étais très très content très rapidement d'être tout seul, qu'on me laisse tranquille et que personne me surveille. Donc j'ai très très bien vécu. Bien sûr, ça a été dur la première année de s'intégrer. Donc on est dans un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau humour, une nouvelle manière de se comporter avec les autres, de voir l'autre. Donc au début, ça a été dur de s'adapter, mais bon, finalement, c'est venu au fur et à mesure. Et bien sûr, aussi, il y a le côté d'être libre sur l'aspect orientation sexuelle et même juste qui en est. Bien sûr, ça a été un très très grand poids qui a été enlevé d'un coup, où c'est pas grave si mes cheveux étaient plus longs que d'habitude, c'est pas grave si je mets un t-shirt un peu plus court que d'habitude, personne va dire quoi que ce soit. C'est pas grave si t'avais des boucles d'oreilles en forme de canard jaune. Ah bon? J'ai une collection assez, assez développée, assez prononcée de boucles d'oreilles de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs. Parce que, étant très flamboyant et très extravagant, très homosexuel, très homosexuel, c'était une manière pour moi de m'exprimer. Ça, c'est venu dans les phases plus développées de mon homosexualité. Ça, c'était pas les premières années, clairement, ça. Et alors, en 2 mots, comment vous vous êtes rencontrés ?
Le pote de mon ex. Voilà, Voilà. résumé. 2 mots. Pote de mon ex. Parfait. Ça fait 3 mots, mais c'est ok. C'est bien. Juste avant de passer aux questions de Mia, est-ce que vous avez fait votre coming out à vos parents? Effectivement, j'ai fait mon coming out à ma mère dès le moment où j'étais sûr en fait de mon orientation. Je l'ai fait au téléphone. Ça a été bien accueilli. Donc il y a eu les questionnements qu'ont pu connaître tout homosexuel au tout début, c'est-à-dire les préoccupations autour de ma santé, de ce que de ma sécurité. Donc on a bien débriefé tout ça. Elle a fait quelque chose qui a été très très décisif pour mon développement et pour la suite de ma vie. C'est-à-dire que le lendemain, ma mère m'appelle au téléphone en me disant qu'elle avait contacté l'association LGBT de Clermont-Ferrand pour leur parler de ma situation, pour leur dire que voilà, j'étais tout seul ici, que j'étais en train de découvrir ce que c'était que l'homosexualité, que je pensais l'être et qu'elle savait pas comment gérer ça. Elle leur demandait en fait des conseils pour faire ça, et du coup elle m'appelle en me disant voilà, je les ai contactés, ils m'ont dit que tu pouvais les appeler si tu avais besoin, donc voilà, je te donne leur numéro. Non mais c'est tellement mignon. Oui. Et j'ai pas eu besoin de les contacter au final, parce que juste avec cette démarche-là, je savais que j'étais en fait accepté. J'ai pas eu besoin de chercher autre chose en fait, tout simplement. Mais c'est hyper mignon, et je trouve que même d'un point de vue éducatif, le fait d'aller chercher l'information là où on ne la connaît pas, et on ne sait pas, pour justement se dire tiens, c'est quelque chose de nouveau, je vais essayer d'aller m'informer là où l'information est et m'éduquer à des sujets qui sont importants. Voilà, c'est le plus grand conseil qu'on peut donner à tout le monde. Et puis voilà, et pour ceux qui vivent des situations difficiles de coming out, de pas trop savoir où est-ce qu'on en est, de rejet de famille, il y a aussi des associations type le Refuge ou des centres LGBT dans vos villes ou à proximité, des centres d'appel qui peuvent aider, qui peuvent vous aider. Donc voilà, franchement, bravo maman Lalabou. Maman Bou. On peut lui envoyer plein d'amour. Ah ouais, on peut. Ça a été. C'est une personne vraiment très très ouverte d'esprit, compte tenu du milieu dans lequel elle a grandi. Elle a choisi de s'informer, et surtout d'aider et d'accepter son fils qui était différent, quoi. Parce qu'en plus de ça, elle est religieuse. Elle est religieuse, elle est pratiquante, croyante, mais ça l'a pas empêché en fait d'ouvrir son esprit, quoi, et d'accepter les choses qu'elle connaissait pas. Tout ça pour le bien de son fils, quoi. Et vraiment, ça valait de l'or, quoi, vraiment. Magnifique, bravo. Et toi, alors que ça a été fait, pas fait Alors, mon coming out s'est fait en plusieurs étapes, on va dire. J'ai commencé par faire un premier coming out juste à un meilleur pote que j'avais à l'époque, où on s'est fait un coming out mutuel. Il a dit, à l'époque, on s'était dit qu'on était bi. Hein, c'est pour faire passer la pilule. L'étape transition. Voilà, c'est. Et puis, quand je savais que j'allais venir en France, j'ai commencé à le dire à mon cercle d'amis proches. Et une fois que j'étais bien installé en France et que j'avais des amis avec qui j'étais ouvertement homosexuel ici, j'ai commencé à étendre un peu le cercle d'amis à qui je le disais, notamment mon cercle d'amis au Maroc. Mais j'en suis resté à ce stade très très longtemps, parce que dans ma tête c'était sûr que j'allais pas faire mon coming out à ma mère, parce que je savais que ça allait mal se passer, enfin en tout cas à aucun membre de ma famille, parce que je savais que ça allait très très mal se passer. Ma mère est très très religieuse, très très musulmane, très très pratiquante, et surtout, c'est triste à le dire, mais elle voit l'homosexualité comme une honte du coup, et c'est quelque chose qu'elle veut loin d'elle, compte tenu de sa réputation qu'elle a mis si longtemps à avoir dans un pays où c'était pas forcément évident. Donc, bien sûr, moi j'ai continué à vivre ma vie de la manière la plus homosexuelle possible, loin des regards de ma mère. Ma vie homosexuelle. Voilà. Jusqu'à récemment, où
Enfin, bien sûr, entre-temps, du coup, j'ai commencé le drag, j'ai lancé mon propre compte Insta de drag. Et apparemment, j'ai des photos qui ont fait le tour de ma ville, de moi en drag, et qui sont arrivées jusqu'à ma cousine, qui allait la montrer à ma mère. Et du coup, là, bah voilà, comme on peut s'y attendre, gros drame. Je reçois un message de ma mère où elle dit ton père et moi, t'as pas choisi le prénom de Fadi pour que tu t'appelles Tatagine devant un public. Donc, rien que voir Tatagine devant la notification de ma mère, j'ai cru que j'allais Mais ça, m'évanouir. c'est incroyable. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu reçois ce message de Voilà. nulle part De but en de ta blanc. mère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux mots qui vont pas ensemble. Quoi. Exactement. Donc, grosse panique. Elle essaie de m'appeler. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas encore eu au téléphone parce que c'est encore très récent. On parle il y a 2 semaines. Ouais. Donc, elle continue à envoyer des pavés. Moi, entre-temps, je parlais avec mon frère pour voir comment ça se passait. Parce que mon frère, il est au courant de tout. Il en a rien à parler. Et c'est lui qui me tenait au courant. Du coup, il m'expliquait que c'était plus pour sa réputation que ça la faisait chier. Donc, j'ai envoyé un message où finalement je fais un coming out drag et un coming out homosexuel à ma mère. Et c'était un peu assez dur à vivre parce qu'on m'a forcé à faire un coming out. À aucun moment j'étais prêt pour le faire. J'ai été forcé. Mais bon, je me dis peut-être c'est un bien pour un mal parce que du coup, au moins maintenant, c'est fait. Voilà. Et on peut. Oui, peut-être chacun c'est la avancer, ouais. dernière personne à Voilà. qui tu cachais cette facette Voilà, de ta vie. C'est ça. Ouais, mais bon, le coming out forcé, pas choisi et tout, bah, c'est un non. Hein. Mais on le redit à tout le monde, hein, c'est-à-dire que c'est un non. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à une personne « Ah, bah, tu connais pas telle personne qui est homosexuelle ou trans ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien, on peut s'en passer. » Oui, clairement. Oui. Donc voilà. Je raconte l'anecdote du Thaïlande. Oui, non, on s'en fout. Hein La Thaïlande, je raconte. Mais parce que. Bah raconte. Non mais allons jusqu'au. en fait. Alors on est là pour ça. Mais En fait c'est de la rumeur. C'est-à-dire que Voilà, ce que tu disais, c'est qu'au Maroc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont autour de. Ouais, d'avoir une munition pour ensuite aller piou-piou. Enfin, si jamais on vient me critiquer pour quelque chose, bah regarde-toi ton fils qui a fait ci, qui a fait ça. En tout cas, le contexte social dans lequel j'ai grandi, c'était ça. Je veux pas généraliser sur tous les Marocains, mais en tout cas, là où j'ai grandi, c'était comme ça. Mais pour revenir à la rumeur, du coup, pourquoi ma mère était dans tous ces états aussi, c'est parce qu'ils sont allés dire à ma mère que je suis allé en Thaïlande pour me faire opérer et changer de sexe. Non mais c'est incroyable. C'est-à-dire le point, à quel point le colibé peut aller loin juste pour essayer de Parce blesser, que, de faire du mal à l'endroit où tu sais que ça va toucher. Il y a toute une rumeur qui s'est lancée parce que des gens m'ont vu avec une perruque sur ma tête. Il y a quelque chose que vous avez découvert en même temps que... Enfin, j'allais dire en même temps que votre homosexualité. Pas du tout. C'est complètement faux. Non, il y a quelque chose que vous avez découvert aussi en arrivant à Clermont et que vous avez développé, c'est le drag. Et oui. Ouais, je sais. C'est hyper fou. Oh. C'est vraiment spoiler alerte. Attention, c'est un podcast sur le drag. Ouais, hyper original. Pourquoi, comment? Eh ben, on le saura tout à l'heure, juste après les questions de Mia, parce que là, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bonjour Mia. Bonjour, Lalabou et Tatagine. Bonjour Mia. Pourquoi tu t'appelles Lalabou? Alors, Lalabou, ça a 2 origines. En premier lieu, donc mes amis, mon Out of Drag me donnait comme surnom Boudlala, parce que mon nom de famille c'est Boudlal, et ils ont ajouté un A pour me faire chier. Ok. Mais bon, c'était drôle. Et un soir, en soirée, j'étais en train de réfléchir justement à un nom de scène, et j'étais en mode Boudlala, mais si on l'inverse, ça fait Lalabou. Et Lala en arabe, ça veut dire madame. Lala et Mbou, la moitié de mon nom de famille, allons-y. Puis ça a une connotation un peu exotique. J'aimais bien comment ça se prononçait. On pouvait dire Lalabou, comme ça. Avec la bouche, très important. Ouais. Exactement. Franchement, là, pareil, c'est comme le son de tout à l'heure de Tatagine, là, c'est la. Ouais. Et alors, du coup, nouvelle question de Mia. Pourquoi tu t'appelles Tatagine? Alors, Est-ce qu'il y a un rapport avec. la raclette, non.
Tatagine. De base, je devais pas m'appeler Tatagine. De base, j'avais un autre nom de drague. C'était Aïcha Kendisha, en relation avec un esprit marocain. Aïcha Kendisha, pour ceux qui connaissent, vous êtes les bestes. Non, Aïcha Kendisha, c'est l'esprit d'une femme qui hantait les soldats de l'armée marocaine. Et c'est vraiment, s'il y a un esprit iconique dans le folklore marocain, c'est bien celui-là. Et je voulais reprendre et l'américaniser un peu. Donc, Aïcha Kendisha. Ouais, bon, voilà. Mais bon, quand je commençais à dire mon nom de drague ici en France, je remarquais très facilement que les Français ne comprenaient pas. Pour eux, c'était juste un nom random. Et mais après, si c'est pour toi, ça a une importance pour les autres qui ne le comprennent pas. Tu vois, comme Mami Wata, je suis pas sûr qu'elle a expliqué à tout le monde que c'était qui était Mami Wata à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un. C'est vrai. J'ai pas pensé dans ce sens-là. Je sais plus, c'est avec Lala qu'on parlait de noms stupides. Et d'un coup, Tatagine était sorti et ça a accroché. Pourquoi pas? Et en y réfléchissant, je me dis, depuis que je suis venu en France, il y a une question qu'on me pose à chaque fois, c'est est-ce que je sais faire des tagines et des couscous? Donc pour se réapproprier un peu ça, on s'est dit, vas-y, Tatagine, c'est en relation avec la culture marocaine, il y a une pointe d'humour, c'est stupide, on adore. Vas-y, ça va. Il a Et aussi, vu que Lala avait son nom de drague avant moi, on s'est dit, si jamais on fait un show ensemble ou un projet ensemble, ça sera Tata et Lala tout le temps ensemble. Voilà. C'est beau. Et alors, du coup, la réponse est... Ah, est-ce que tu sais faire le couscous et le tagine? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Alors, le couscous, non. Le tagine, oui, mais demain, j'ai des inductions. Ah. Ça peut pas se faire au four? On se calme. Ah, pardon. Waouh, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir franchi un tabou. Pardon. Tatagine, t'as combien de perruques? Oula, elles sont là, on va les compter. Alors, est-ce qu'on va les compter ou est-ce qu'on fait l'appel? Je les connais pas toutes par cœur. Mais Ah oui, alors pour vous expliquer, en fait, donc là, on est chez Tatagine, dans son salon, où il y a du coup une bibliothèque à perruques. et en fait, donc il y a des têtes à perruques, donc en polystyrène, qui ont toutes des noms. Donc c'est-à-dire que chaque perruque a son nom. Donc il y a, alors t'as le droit de te mettre loin si tu veux, hein, si tu veux nous dire ça de là-bas. Vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. il faut prendre le micro. Non, mais vas-y, on t'écoutera, vas-y, Ouais. t'inquiète. Alors, à l'appel, nous avons Fadela, Zia, Nafissa, Rachida, Zoubida. Il y a Zoubida. Zoubida, là, juste là, la rose. Ah, je l'avais pas vu. Si, elle est juste là, Zoubida. Ok. On a Hafeda, Risha, Kalima, Khadija, Fatima. Fatima et Halima. Waouh. Voilà. Donc au final, c'est vrai qu'on les a pas comptés, il y en a beaucoup. Mais ouais. Une douzaine. Mais voilà, toutes elles ont un prénom. Pourquoi tu leur as donné un prénom? Est-ce qu'on raconte la vraie anecdote de... Non, bah non, les gens préfèrent les fausses anecdotes. Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils écoutent ce podcast. Hein, c'est vraiment pour écouter des fausses anecdotes. Donc n'hésite pas. Parce que dans ma tête, même si ça va jamais se faire, mais c'est juste, encore une fois, se projeter pour rien, dans ma tête, je vais avoir un business de perruques et que je vais avoir toutes les mamies riches, blanches qui vont venir m'acheter mes perruques et me demander est-ce que je peux avoir une Hafida, une Karima? Et moi, ça me fait rire. Je suis là ricané comme un con dans mon coin. Donc, Mais tu ne fais pas de perruque. Hein. Non, je ne sais absolument pas manier une perruque. Voilà, c'est vraiment le... Donc c'est vraiment là où s'arrête du coup cette histoire. Ouais, c'est... Très bien. Passionnant, merci. Une nouvelle question de Mia. Lalabou, pourquoi tu as mes très grosses perruques? T'as vu ses épaules? Voilà, merci, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas pour rien qu'on m'a surnommé les épaules de Clermont-Ferrand. C'est vrai. Oui. Tu es les épaules de Clermont-Ferrand. Apparemment. Oui. C'est rugbyman. En lui. Non, c'est une autre histoire, pardon. Oui, bah effectivement, les grosses perruques, avec beaucoup de volume, ça permet un peu de contrebalancer la carrure et de donner un peu ce côté de petite woman que j'aime donner en drague, quoi. Quelle petite femme fragile, celle-là. Exactement. Pas avec cette barbe, chérie. Ouais, comme vous avez compris, ça shade. C'est comme ça qu'on se dit bonjour. Et ben merci beaucoup Mia. Merci beaucoup, Mia. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Gros bisous. À la prochaine. Bah merci beaucoup Mia et merci à tes parents Alice et Gilles de t'avoir permis de te les poser. Bon, on arrive à la partie drague. Attention.
La partie drague, c'est waouh, comment vous avez découvert le drag? Ah, moi j'ai découvert le drag en regardant Drag Race. Ah ah. Là vous vous trompez. Comment t'as découvert le drag, Lalabou? Que nenni. Alors moi, effectivement, j'ai eu un ami. C'était un très bon ami qui avait l'habitude de fréquenter des soirées Club Kid à Paris. Donc les famous Kindergarten organisés par Tiggy Thorn. Donc c'est un ami avec qui je sortais assez souvent en boîte à Clermont-Ferrand. Un soir, il m'en a parlé pendant plein milieu de la piste de danse, en danser, et il commençait à me montrer des photos de lui avec du maquillage Club Kid et en paire de talons, et j'étais en mode j'adore, enfin je sais quoi, qu'est-ce que c'est, j'étais très intrigué, donc il m'a beaucoup expliqué, il m'a proposé de l'accompagner donc à la prochaine soirée qui s'organisait, chose que j'ai faite. Donc à partir de là, donc c'était préparer sa tenue pour la soirée. Donc j'ai acheté ma première paire de talons, c'était de grandes cuissardes rouges. Voilà. Ok. Et j'avais aussi un mini short en cuir. J'avais pris que ça avec un gros plastron doré. Et en make-up, vu que je m'y connaissais pas du tout, donc c'était mon ami de l'époque qui m'avait pris sous son aile à ce niveau-là. La première soirée qu'on avait fait, donc on était venu en bus vers 20h à Paris. On n'avait pas pris de Airbnb, on avait prévu juste de passer la soirée à boire et à faire la fête et de repartir le lendemain. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rejoint un bar lesbien du Marais, dont je ne me souviens plus trop du nom. Mais qui, donc en gros, donc en gros, vous êtes partis en bus comme ça, comme pour arriver pour la soirée. Ah, c'est ça, comme des schlags. On était étudiants à l'époque, on n'avait pas d'argent, mais on voulait s'amuser. Et du coup, ouais, on a toqué à leur porte, on leur a expliqué la situation, comme quoi on allait faire la kindergarten, qu'on n'avait pas d'endroit à se préparer. Du coup, ils nous ont autorisé à se préparer dans leur cuisine. Incroyable. Non mais donc, c'est dingue cette histoire. Ah mais c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, effectivement. C'était très très rock'n'roll. Du coup, voilà, on s'est préparé. Je suis sorti à moitié sapé dans Paris, puis on a rejoint la soirée. On a bu sur les quais avant, puis on est entré. J'ai pu rencontrer les grands noms du drag français parisien à cette époque-là. Donc j'ai croisé Cookie Conti, Tiggy Thorn, Klaus, le Ménestrel. J'ai vu de loin Vespi. Enfin vraiment c'était inoubliable et on en a refait. J'en ai fait 3 en tout. Donc vraiment mes premiers contacts avec le drag c'était ça. Ok, trop bien. Et par la suite, on va en rentrer un peu plus dans le classique, c'est-à-dire que j'ai découvert RuPaul's Drag Race et à partir de là, j'étais en mode oui, j'ai envie d'en faire partie en fait. Pourquoi parce que en fait, c'est drôle, mais on se rend compte qu'après être rentré vraiment dans le milieu du drag, c'est que je faisais plus ou moins du drag quand j'étais enfant, c'est-à-dire que souvent je m'enfermais dans ma chambre, je lançais des musiques pop que j'adorais et je lip-syncais dessus. Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'après avoir vraiment commencé le drag, c'est que en fait, je m'entraînais pour faire des perfs, tout simplement. Ok, incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je prépare mes perfs. Je me reconnecte avec cet enfant intérieur qui était là à l'époque et je construis toutes mes performances comme ça en fait. L'enfant androgyne qui avait peur des Marocains. Exactement. Et du coup, tu te servais des nounous comme backup danseuse? Rafida, je t'ai dit c'est 1, 2, 3. Et tu fais le porté, vas-y. Oh my god, j'ai passé pour... Comme un Bridgerton. Oui, vraiment. Franchement, les Bridgerton de Marrakech. Voilà, ça m'a permis donc de découvrir cette passion-là et d'exprimer en fait plein de choses que j'avais refoulées donc à cette partie-là, que je la montrais pas forcément aux gens. Et oui, et puis ça m'a vraiment permis dans ma vie d'adulte en fait d'acquérir plus de confiance,
de me conforter vraiment dans mon identité out of drag, en fait. T'apprends jamais à être autant un garçon et un homme qu'en faisant du drag, en réalité, parce que vraiment ça te donne une espèce d'armure que personne ne peut percer, et ça tu peux l'utiliser dans tous les pans de ta vie. Et ben c'est incroyable ça. Ouais. Et toi alors, Tatagine, le drag, t'as découvert ça comment ? Parce que, en fait, toi aussi, t'étais donc à Clermont à ce moment-là, donc quasiment en même temps, vous avez découvert le drag, chacun de votre côté ou Je pense que tu l'as découvert. Je sais pas. Ouais, je l'ai découvert avant toi. Moi, je sais que c'était en 2017 que j'ai vraiment découvert ce que c'était le drag. Parce qu'évidemment, on voyait... J'ai regardé des films où il y avait du drag, comme Mrs. Doubtfire, on voit ce que c'est. Et puis Drag Race, à cette époque-là, il commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Moi, à l'époque, je savais ce que c'était Drag Race, mais dans ma tête, c'est non, je suis pas ce genre d'homosexuel. Je vais pas aller m'intéresser parce que je suis spécial et unique. Oui, t'étais pas à ce point-là homosexuel. Voilà, je suis homosexuel, mais pas à ce point-là. Ouais, c'est ça. T'étais l'homosexuel qu'on a envie de voir, quoi. Voilà. Oui, bon. Et soudain, à l'époque, j'étais ami avec Sacha Miskina, qui était du coup avec moi en école d'archi à Clermont-Ferrand, et qui était aussi ma voisine. Et il y avait un soir où on allait sortir en boîte, et avant, elle m'avait invité à manger chez elle. Et pour sortir en boîte, elle voulait se mettre en drague. Et quand en papotait, elle m'avait demandé pourquoi tu regardes pas Drag Race, faudrait que tu regardes, c'est génial et tout. Et quand elle a voulu se mettre en drague, et Dieu sait à quel point c'était long, pour pas que je me fasse chier, elle m'a mis Drag Race à regarder. Comme un petit enfant, allez, vas-y. Une petite cassette vidéo. Voilà. Et c'était, je me rappelle, c'est la saison 5 de Drag Race US. Et j'avais beaucoup accroché. Et depuis, je me suis mis à regarder tout seul. Et c'est arrivé à un bon moment dans ma vie, parce que du coup, avec les écoles d'archi, moi, personnellement, je trouvais ça très, très dur. Et du coup, regarder Drag Race, c'était un vrai réconfort pour moi. Et ça nourrissait une passion, chose qui me manquait énormément, beaucoup depuis que j'étais venu en France. Ouais, c'était 100% archi tout le temps, quoi. Voilà, c'était 100% archi, et puis 100% s'adapter avec les Français en France. J'avais pas vraiment le temps d'explorer tout ce que je faisais quand même au Maroc, comme dessiner ou faire de la musique. Et du coup, indirectement, je nourrissais une passion avec Drag Race. Et puis, il faut aussi dire, je suis facilement influençable. Enfin, je veux dire, quand je regardais Glee, je m'imaginais sur Broadway. Et du coup, en regardant Drag Race, forcément, je m'imaginais faire du drag. Et dès que j'ai fini mes études, dès que l'occasion s'est présentée, on a commencé le drag. Voilà, ça c'est arrivé de manière très naturelle. Est-ce que tu arriverais à dire pourquoi tu as commencé le drag ? Pourquoi comme ce que je t'avais dit, il y avait un réel besoin de passion. Et le drag était parfait pour ouais, mais non, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose, tu vois, d'aller performer, la féminité, le genre, de changer. C'est bien de trouver un hobby, mais tu vois, t'aurais pu faire du ping-pong. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est vraiment quelque chose pour s'occuper. Alors, faut savoir déjà, Fadi, c'est quelqu'un qui aime bien se déguiser. Les soirées à thème, Halloween, c'est les highlights de mon année. Okay. Ça a toujours été le cas. Et du coup, pour moi, le drag, c'était faire ça, mais de manière plus poussée, plus recherché, plus travaillé, au lieu de juste se déguiser pour aller se bourrer la gueule. Les critiques auxquelles on avait le droit si on respectait pas le thème de ces soirées. Mais on entendait parler pendant des mois. C'est vrai. Il y avait une exigence déjà à ce moment-là. Il y avait une exigence, et puis... il y a eu quoi comme thématique de soirée ? Alors, il y a eu monochrome. Il y a eu monochrome. Les gens n'ont pas aimé, pourtant c'est simple. Oui, et il a exigé qu'il n'y ait ni noir ni blanc. Ça devait être d'une couleur. Voilà, oui. Parce que c'est trop facile, sinon. Voilà. Moi, j'ai respecté, enfin... t'as mis du marron. Vous avez une couleur, ouais. Oui, donc en fait, ça prolongeait un truc que t'aimais déjà à la base. C'est ça. Et puis, je pense que ça me permettait aussi... logiquement, ça permet d'exprimer la queerness, ça permet d'exprimer toute la féminité qui était en moi. Donc, forcément, c'est ce que je disais, c'est arrivé vraiment de manière naturelle... C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de ping-pong, du coup. Comment ça a grandi, le make-up, tout ça ? Vous vous êtes entraidés ? Oui. On a... du coup, ça revient au moment où on s'est rencontrés. Au final, c'est que, comme on a pu le dire tout à l'heure, c'était le petit... donc Fadi était le petit copain d'un ami à moi que j'avais à l'époque.
qui nous l'avait présenté. Directement, on a cliqué avec le drag en fait. On a tous les deux découvert dans la soirée qu'on était fans de ça. On a commencé à regarder Drag Race dans la même période, donc on échangeait beaucoup là-dessus. Puis de fil en aiguille, notre amitié s'est développée à tel point que l'ami avec qui j'étais à l'époque, quand ils se sont séparés, moi je lui ai dit bye, moi je préfère ton ex du coup. Et donc voilà, on a développé notre amitié à partir de ça. Entre-temps, j'ai rencontré notre drag mother, donc Melba Rodriguez Chéri, qui est une drague extraordinaire dans Clermont-Ferrand, qui nous a tout appris du make-up à la présence scénique. Et voilà, elle nous a pris sous son aile avec Tata Gine et nous a fait nos premiers ateliers drag. Et la semaine d'après, c'est une ouverte. C'est littéralement ça, c'est même pas une blague. On a eu un premier atelier make-up où je savais à peine tenir un pinceau pour que quelques jours après, nous disent je vous ai inscrit à la scène ouverte, préparez-vous. Perdona. Incroyable. Donc, ça nous a mis dans le bain direct en fait. Et à partir de là, les monstres sont nés. Depuis, on se déchaîne sur Clermont-Ferrand, malheureusement. Sauf l'été. Sauf l'été. Le drag, l'été n'est pas fait pour moi, en tout cas, avec ma peau de Marocain qui transpire si j'éternue juste un peu de manière trop enthousiaste. On est des chochottes, ce qu'il faut dire concernant le drag. Mais des chochottes belles, par contre. Et aujourd'hui, dans votre drag, dans votre personnage, dans ce que vous avez développé, qu'est-ce qui vous excite, vous met en joie? Alors moi, j'ai tout d'abord commencé... le truc avec lequel j'ai accroché avec le drag, ça a toujours été les looks. Parce que dès mon jeune âge, j'ai toujours été intéressé par la mode. Et puis même, ce qui m'a fait... ce qui a piqué ma curiosité dans Drag Race même, c'était la partie défilé. C'était la partie que j'attendais. Donc forcément, quand moi, j'ai commencé le drag, c'est le premier truc auquel je pense. Et puis je pense par la suite, ça s'est développé vers pas seulement juste préparer des looks ou des performances, mais préparer des looks et des performances marocains. C'est ce qui, aujourd'hui, m'intéresse. Je pense que c'est une manière de reconnecter avec de là où je viens, avec ma culture, mais cette fois d'un point de vue où on va pas me juger, où on va pas me critiquer, mais bien au contraire, on va me célébrer. Donc je pense là actuellement, je définirais mon drag comme ça. Ok, oui, où tu te réappropries vraiment tes origines, d'où tu viens, ta culture, et tu mets ça dans son drag. Oui. Ce que je pense, un truc que j'ai, d'après mon expérience, vivre en France, bien sûr, ça m'a permis de me développer personnellement et tout, mais n'empêche qu'il y a toujours ce manque de la culture, cette nostalgie. Et je pense que j'arrive à concilier cette nostalgie avec mon drag pour m'exprimer. Ok. Et toi ? Moi, pour ma part, par rapport à Tata Gine, c'est vrai que j'incorpore un peu moins mes origines marocaines dans mon drag. Mais je dirais plutôt que je puise surtout mes inspirations de vieilles divas américaines des années 80, du style Diana Ross, Donna Summer, et d'où les cheveux volumineux. Donc ça fait bien partie intégrante de mon drag, de donner un peu ce côté starlet qui cherche à percer, qui reste quand même au niveau local, mais qui rêve de grandeur quand même. Et oui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est vrai qu'on a une approche un peu différente avec Tata Gine concernant notre vision du drag. Donc c'est vrai que les looks ont été les premiers, la première inspiration, le première étape à réfléchir pour Tata Gine. Moi, j'ai plus commencé en me disant ce que je vais d'abord présenter sur scène en termes de performance. Et ensuite, le look vient en second. Et toi, c'est l'inverse. Toi, c'est d'abord le look et ensuite, on voit ce qu'on fait avec. D'abord le look et après, on verra qu'est-ce qui ira avec le look en termes de performance. Le visuel. Mm-hmm. Donc, au final, vous êtes complémentaires. Voilà. Ah oui, sur ce point, oui. Tata Gine, est-ce que tu peux me décrire la boue, si tu veux la raconter à personne qui ne l'a jamais vue jamais vu de sa vie? C'est une bonne question, ça. Non, mais tu vois, un peu comme un personnage de roman, si tu devais la décrire. Alors, la boue, c'est une petite fille, ingénue comme il dit, mais pleine d'énergie dès qu'elle explose sur scène, toujours dans la grandeur et l'extravagance, que ça soit ses perruques ou ses épaules.
C'est l'expression que Lalabou choisit, c'est toujours une expression gracieuse, glamour, toujours vintage un peu, mais nostalgique. Ok. J'ai essayé de broder, j'ai essayé de faire un truc joli. C'est très très bien, non, je suis très content. Voilà. Et toi alors, si tu devais décrire Tatagine? Ce serait notre pop star clermontoise. Vraiment, c'est les fashions toujours on point, le choix des musiques aussi très waouh. C'est vraiment, si on reste dans le thème des onomatopées, c'est toujours l'objectif pour Tatagine, c'est que le public dise waouh à la fin, et ils le font. Et toujours avec ce petit twist marocain qui relève vraiment la saveur de son drag, quoi. La saveur de son drag. Oh là là. Moi, j'ai pas brodé, c'était naturel. Ce twist marocain qui vient relever la saveur de son drag. C'est un peu pour moi, si tu me dis, tiens, t'as fait un plat et je vais mettre les épices marocaines dedans. Exactement. Et en plus, il y a vraiment un pot épices marocaines. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je sais même pas, tu choisis, tu dis curcuma, gingembre Non. C'est épices marocaines. Ouais, voilà. C'est vrai qu'au final, la base de Tatagine, si on suit dans la logique... C'est du blé. Ah non, ça c'est le couscous, pardon. Alors moi, j'avais juste une dernière question à vous poser. Le fait de vous rencontrer, tous les deux, qu'est-ce que ça vous a apporté l'un à l'autre? Plein de choses. Ah bah, plein de choses. Moi, ça a été presque thérapeutique de rencontrer Mehdi parce que je me retrouve beaucoup en lui. C'est étranger marocain en France qui est venu pour ses études avec un père décédé, fan de drague, homosexuel. Donc forcément, c'était logique que ça allait cliquer, que ça allait matcher, que le courant allait passer. Donc vu qu'on a eu un parcours de vie différent, à chaque fois que j'ai des difficultés dans ma vie, je vais voir Mehdi pour avoir son avis, pour voir ce qu'il en pense, comment réagir, comment avancer. Exactement, pareil. Ça a été très thérapeutique, sachant qu'à l'époque où j'avais rencontré Tatagine, j'étais pas forcément avec une personne très très saine dans ma vie, qui essayait beaucoup de me rabaisser parce que je m'intéressais au drag. Et le fait de l'avoir rencontré, ça m'a beaucoup conforté dans ce choix-là, en fait, de vouloir faire du drag et qu'il fallait au contraire jarter cette personne-là. Voilà. Bye. Ouais. Bisous et à jamais. Et allez hop, aux oubliettes. Et bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Qui dit fin de cette émission des recommandations culturelles ou quoi ou qu'est-ce. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors, moi, j'aimerais parler d'un très très bon ami à moi et à Tatagine. C'est un couturier de Clermont-Ferrand qui fait la plupart de nos tenues pour nos spectacles, qui est Aurélien Sabarly. Donc, il a fondé sa propre marque que vous pouvez retrouver sur Instagram, à Maison Sabarly. Voilà, allez regarder, c'est très très talentueux et très très professionnel. Et deuxièmement, j'aimerais recommander également un autre artiste de Clermont-Ferrand qui, lui, s'occupe de nos jolis petits ongles, qui s'appelle Cameron, donc Cameron Nails sur Instagram, qui est extraordinaire, qui fait un travail de ouf sur les nails et vraiment et qui est extrêmement gentil aussi. Donc allez le regarder. Voilà. Trop bien. Et toi, Tatagine? Pour mes recommandations à moi, on va aller plutôt revenir au Maroc. Pour si jamais il y a des créateurs marocains qui vous intéressent, vous pouvez retrouver Roméo Couture. C'est une maison de couture marocaine. C'est là où je puise énormément de mes inspirations. Et sinon, un artiste que j'aime beaucoup, c'est... faut que je prononce correctement. Tina Tits. Tits Tina, il me semble, sur Instagram, qui est un artiste aussi marocain qui reprend un peu les imageries, enfin les imageries typiquement marocaines et les refait à sa sauce, mais toujours en drague. Voilà. Trop bien. Et alors moi aussi, du coup, j'ai décidé d'avoir ma recommandation parce que on parle du Maroc et donc du coup c'est aussi un Marocain qui s'appelle Sido Lansari, qui est un artiste queer, qui est un plasticien pluridisciplinaire. Il est originaire de Casablanca.
Et notamment, il est connu pour avoir mené plusieurs projets artistiques autour de la broderie. Il y en avait un qui s'appelait Papacius et Maman Cou. Et en fait, c'est des cadres un peu à l'ancienne, au point de croix, enfin à différentes sortes de points. Et à chaque fois, c'était marqué des horreurs dessus, notamment Papacius, Maman Cou, et tout ça avec de la broderie, des petites fleurs et tout. Voilà, très, très, très marrant. Il a notamment été exposé lors de l'expo Habibi à l'Institut du monde arabe et tout. Enfin bref, c'est très intéressant. Donc il travaille sur plein de trucs. Il a fait aussi un autre projet qui s'appelle Sissy That Walk, où il traduisait le vocabulaire un peu queer et drag de Drag Race en arabe avec justement les mots, etc. Je vous montrerai ça tout à l'heure et tout. Donc voilà. Donc il s'appelle Sido Lansari et donc il est vous pouvez aller voir ce qu'il fait sur son site ou alors sur Insta @sido avec 2 i, donc SIIDO. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Non, faites pas trop, non. Mais encore un peu plus. C'est la fin de cette émission. Non, putain. Trop dommage. Too much. Et si. Voilà, c'est après une fois de plus. On l'a enregistré, après il faut la monter. Ah, bon courage. Ouais. Est-ce que ça vous a plu? Ah oui, merci beaucoup pour la proposition, j'ai adoré. Trop bien, génial, trop bien. Merci pour votre confiance et merci d'avoir partagé vos histoires, Lalabou et Tatagine. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, moi je vous propose d'aller vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, d'aller mettre le maximum de nombre d'étoiles possible, mettre aussi des commentaires, pourquoi pas, je les lis et je les partage. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine Quinterview. Oui. Et bisous. À bientôt, bisous. Au revoir. Au revoir. I am the queen of drag.